Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit like si cette histoire vous plaît, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos récits nocturnes, et surtout, je vous souhaite un excellent visionnage et une douce écoute avant de vous endormir. Imaginez un homme dont le grand-père était général de Napoléon, dont la grand-mère était esclave à Saint-Domingue, et qui deviendra l'écrivain le plus lu de son siècle. Un homme qui écrivait jusqu'à 100 pages par jour, qui gagnait des fortunes colossales et les perdait aussitôt, qui construisait des châteaux pour impressionner le monde et finissait sa vie dans la pauvreté. Pourquoi cet homme fascinait-il autant ses contemporains ? Comment un fils de métis pouvait-il devenir la coqueluche de Paris dans une France encore marquée par les préjugés raciaux ? Qu'est-ce qui poussait cet écrivain à inventer des centaines de personnages qui semblaient plus vivants que la réalité elle-même ? Et surtout, comment comprendre qu'Alexandre Dumas ait été à la fois adulé comme un dieu vivant et méprisé comme un saltimbanque ? Dans les années 1800, avant la gloire de Dumas, la France sortait à peine des bouleversements révolutionnaires et napoléoniens. Paris était une ville où les théâtres se multipliaient, où la bourgeoisie nouvelle cherchait des divertissements, où l'on commençait à publier des romans en feuilleton dans les journaux. C'était une époque de transition étrange, où l'aristocratie d'Ancien Régime côtoyait les nouveaux riches, où les salons littéraires dictaient encore les modes, mais où la rue commençait à avoir son mot à dire. Les cafés du Palais Royal bruisaient de conversations politiques, les imprimeries tournaient jour et nuit, et l'on sentait dans l'air cette électricité particulière des époques qui basculent. Dans ce monde en mutation, un jeune homme arrivait de province avec 3 idées en tête. Conquérir Paris, devenir écrivain et venger l'honneur de son père. Alexandre Dumas était né à Villers-Cotterêts, une petite ville de province, le 24 juillet 1802. Son père, Thomas Alexandre Dumas, avait été l'un des généraux les plus brillants et les plus audacieux de la Révolution française. Mais ce général exceptionnel était aussi le fils d'un marquis français et d'une esclave noire de Saint-Domingue. Cette double origine, noble et servile, européenne et africaine, marquera toute la vie d'Alexandre fils. Thomas Alexandre Dumas avait connu une carrière militaire fulgurante. Engagé comme simple dragon, il était devenu général à 31 ans, commandant des armées entières, effectuant des prouesses qui semblaient relever du roman d'aventure. On racontait qu'il pouvait soulever un cheval entre ses jambes, qu'il avait capturé à lui seul 13 soldats ennemis, qu'il était capable de couper en deux le canon d'un fusil d'un seul coup de sabre. Ces exploits n'étaient pas des légendes, mais des faits attestés par les archives militaires. Cet homme extraordinaire incarnait l'idéal révolutionnaire. Le talent et le courage pouvaient élever n'importe qui, quelle que soit son origine. Mais le destin de Thomas Alexandre Dumas prit un tour tragique. Lors de la campagne d'Égypte, il eut des désaccords avec Napoléon Bonaparte. Sur le chemin du retour, son navire fut capturé par les Napolitains et il passa 2 ans dans les geôles de Naples, dans des conditions épouvantables. Quand il fut enfin libéré, sa santé était ruinée. Il rentra en France, malade, prématurément vieilli, et découvrit que Napoléon, devenu premier consul puis empereur, ne voulait plus entendre parler de lui. Aucune pension, aucune reconnaissance, aucun honneur. Le héros de la République était devenu un homme encombrant pour l'Empire. Thomas Alexandre mourut en 1806, alors qu'Alexandre n'avait que 4 ans. Il laissait sa femme et son fils dans une situation financière désastreuse. Marie-Louise Dumas, la mère d'Alexandre, dut élever seule son enfant avec les maigres ressources dont elle disposait. Pas de pension militaire, pas d'héritage, juste une petite maison à Villers-Cotterêts et la mémoire glorieuse d'un père héroïque. Cette enfance marquée par l'absence du père et par la pauvreté relative forgea chez le jeune Alexandre une détermination farouche et un besoin impérieux de reconnaissance. L'enfant grandissait dans cette petite ville de province, entouré des récits sur les exploits de son père, que sa mère et les anciens compagnons d'armes racontaient avec des trémolos dans la voix. Ces histoires étaient son trésor, son héritage immatériel. Il apprenait à lire et à écrire difficilement,
car l'éducation coûtait cher et sa mère avait peu de moyens. Mais Alexandre dévorait tout ce qui lui tombait sous la main. Les vieux livres poussiéreux de la bibliothèque municipale, les journaux que les voyageurs laissèrent dans les auberges, les récits que les colporteurs racontaient sur les places. Le jeune Dumas grandissait libre, presque sauvage. Il passait ses journées dans les forêts qui entouraient Villers-Cotterêts, chassant, braconnant même, grimpant aux arbres, explorant les ruines des châteaux abandonnés. Cette liberté de mouvement, cette familiarité avec la nature, cette vie physique intense marquèrent profondément sa personnalité. Contrairement aux écrivains parisiens de salon, Dumas connaissait la vie réelle, les odeurs de la forêt, le goût du gibier braconné, la fatigue des longues marches. Cette expérience concrète irriguerait plus tard toute son œuvre. À 16 ans, Alexandre Dumas devint clerc chez un notaire de Villers-Cotterêts. C'était un travail ennuyeux, répétitif, mais qui lui apprit la rigueur de l'écriture administrative et lui donna accès à toutes les histoires secrètes de la ville. Car un notaire, dans une petite ville de province, connaît tous les secrets, les héritages disputés, les amours cachés, les trahisons familiales, les fortunes perdues au jeu. Le jeune clerc écoutait, observait, mémorisait. Il découvrait que la réalité quotidienne était aussi romanesque que les aventures de son père. Mais Dumas ne voulait pas finir sa vie comme clerc de notaire à Villers-Cotterêts. Il voulait partir, conquérir Paris, devenir quelqu'un. Le problème était qu'il n'avait aucune fortune, aucune relation, aucune éducation formelle. Il avait juste une belle écriture, une mémoire prodigieuse et une détermination absolue. En 1823, à 21 ans, il décida de tenter sa chance dans la capitale. Il avait obtenu, grâce aux relations de sa mère avec d'anciens compagnons de son père, une recommandation pour un poste de scribe au Palais Royal, dans les bureaux du duc d'Orléans. Le voyage jusqu'à Paris fut une aventure en soi. Dumas n'avait presque pas d'argent. Il marchait une partie du chemin, montait dans des chariots quand il le pouvait, dormait dans les granges. Quand il arriva enfin à Paris, par une journée de novembre pluvieuse, il découvrit une ville qui le stupéfia par son immensité, son bruit, sa saleté, sa magnificence. Les rues étroites et boueuses du centre contrastaient avec les larges boulevards récents. Les odeurs de crottin, de cuisine, de fumée se mêlaient. Les cris des marchands ambulants, le roulement des fiacres, les conversations bruyantes dans les cafés créaient une symphonie urbaine totalement nouvelle pour ce provincial. Dumas s'installa dans une mansarde minuscule, sous les toits, dans le quartier du Palais Royal. Sa chambre était si petite qu'il pouvait à peine s'y tenir debout. Mais de sa fenêtre, il voyait tout Paris s'étendre sous lui, et cette vue le remplissait d'une excitation fébrile. Chaque matin, il descendait travailler dans les bureaux du duc d'Orléans, où il copiait des documents administratifs avec sa belle écriture régulière. C'était un travail fastidieux, mais qui lui laissait du temps libre. Et c'est ce temps libre que Dumas utilisait avec une voracité extraordinaire. Il dévorait les pièces de théâtre, assistant à toutes les représentations qu'il pouvait se permettre, souvent debout dans les places les moins chères. Il découvrait Shakespeare, qu'on commençait tout juste à jouer en France. Et cette découverte fut un choc esthétique majeur. Il lisait Walter Scott, dont les romans historiques faisaient fureur en Europe. Il fréquentait les bibliothèques publiques, où il étudiait l'histoire de France avec une passion d'autodidacte. Dumas comprit rapidement que le théâtre était le chemin le plus rapide vers la gloire et l'argent. À cette époque, un auteur dramatique à succès pouvait devenir riche et célèbre du jour au lendemain. Les théâtres parisiens étaient nombreux, avides de nouveautés, et le public bourgeois venait s'y divertir chaque soir. Dumas décida qu'il écrirait pour la scène. Il commença à écrire des pièces, travaillant la nuit après ses journées de scribe. Ses premiers essais furent refusés partout. Les directeurs de théâtre trouvaient ses textes trop provinciaux, trop naïfs, trop maladroits. Mais Dumas ne se décourageait pas. Il réécrivait, modifiait, apprenait. Il étudiait la technique dramatique avec l'acharnement d'un artisan qui veut maîtriser son outil.
il analysait pourquoi telle scène fonctionnait et telle autre non. Pourquoi tel dialogue résonnait et tel autre tombait à plat. En 1827, à 25 ans, Dumas assista à une représentation qui changea sa vie. On jouait une pièce de Shakespeare, Hamlet, avec une troupe anglaise. C'était la première fois que Paris découvrait vraiment le dramaturge anglais dans toute sa puissance. Le public parisien, habitué aux règles strictes du théâtre classique français, fut bouleversé par cette liberté sauvage, cette violence poétique, ce mélange de sublime et de grotesque. Dumas sortit du théâtre transformé. Il venait de comprendre qu'on pouvait briser toutes les règles académiques et créer quelque chose de vivant, de viscéral, de moderne. Il se mit immédiatement au travail sur une pièce historique qui appliquerait ces nouveaux principes. Il choisit un sujet tiré de l'histoire française, le duc de Guise et sa maîtresse, dans le contexte troublé des guerres de religion. Il écrivit avec une rapidité fiévreuse, enchaînant les scènes, créant des dialogues nerveux, multipliant les coups de théâtre. La pièce s'appelait Henri III et sa cour. Elle mélangeait histoire rigoureuse et invention romanesque, passion amoureuse et intrigue politique, scènes intimes et tableaux spectaculaires. Restait à faire accepter cette pièce par un théâtre. Dumas n'avait toujours aucune relation dans le monde du spectacle parisien. Mais il avait du culot. Il réussit à obtenir une entrevue avec le directeur du Théâtre Français, la salle la plus prestigieuse de Paris. Il lut sa pièce devant le comité de lecture. Les comédiens furent d'abord sceptiques, puis intrigués, puis enthousiastes. Cette pièce avait quelque chose de neuf, de vigoureux, de terriblement actuel malgré son sujet historique. Ils décidèrent de la monter. La première représentation d'Henri III et sa cour eut lieu le 11 février 1829. Ce fut un triomphe absolu. Le public, électrisé par cette nouvelle manière de faire du théâtre, applaudit à tout rompre. Les acteurs durent saluer 10 fois, 15 fois. Dans la salle, le jeune Victor Hugo, qui préparait lui aussi une révolution théâtrale avec Hernani, comprit qu'il avait trouvé un allié. Alexandre Dumas, ce provincial inconnu, venait de conquérir Paris en une seule soirée. Du jour au lendemain, Dumas devint célèbre. Les journaux parlaient de lui, les salons l'invitaient, les femmes le regardaient avec curiosité. Ce grand jeune homme au teint mat, aux cheveux crépus, à la voix tonitruante, qui racontait des histoires avec une verve inépuisable, qui riait à gorge déployée, qui semblait incarner la vie même, fascinait tout le monde. Il n'appartenait à aucune école littéraire, ne suivait aucun maître, inventait son propre chemin. Cette liberté dérangeait les critiques académiques, mais séduisait le public. Les mois qui suivirent furent une période grisante pour Dumas. Il écrivit plusieurs autres pièces qui connurent le succès. Il gagnait enfin de l'argent, beaucoup d'argent. Il quitta sa mansarde pour un appartement confortable. Il s'habillait avec élégance, fréquentait les restaurants à la mode, menait une vie de dandy. Il multipliait les liaisons amoureuses, séduisant actrices et femmes du monde avec la même facilité qu'il écrivait ses pièces. Cette période marqua le début d'une existence fastueuse qu'il ne cesserait jamais vraiment de mener, même dans les moments difficiles. Mais l'année 1830 apporta autre chose que le succès théâtral. En juillet, une révolution éclata à Paris. Le roi Charles X, qui tentait de revenir à l'Ancien Régime, fut renversé en 3 journées d'insurrection populaire. Les barricades se dressèrent dans les rues, on entendit des coups de feu, on vit le drapeau tricolore réapparaître. Dumas, emporté par son tempérament romanesque et par son héritage paternel, participa au combat. Il courut dans les rues avec un fusil, aida à construire des barricades, vécut cette révolution comme une aventure personnelle. Cette expérience directe de l'histoire, en train de se faire, marqua profondément Dumas. Il comprit viscéralement ce que signifiaient les mots révolution, barricade, liberté. Il vit des hommes mourir pour des idées, d'autres trahir pour sauver leur peau. Il respira la poudre, entendit les cris des blessés, sentit cette étrange exaltation collective des moments insurrectionnels.
Tout cela nourrirait plus tard ces romans, leur donnerait cette authenticité, cette vérité humaine que les lecteurs reconnaîtraient instinctivement. Après les Trois Glorieuses, Louis-Philippe devint roi des Français. Le nouveau régime était censé être plus libéral, plus bourgeois, plus moderne. Dumas espérait que ce changement politique apporterait aussi la reconnaissance du rôle de son père dans les guerres révolutionnaires. Il multiplia les démarches pour obtenir la réhabilitation de la mémoire de Thomas-Alexandre Dumas et une pension pour sa mère. Mais les bureaucrates du nouveau régime furent aussi indifférents que ceux de l'Empire. Cette déception politique renforça chez Dumas une certaine méfiance envers tous les pouvoirs établis. Dans les années qui suivirent, Dumas continua à écrire pour le théâtre avec succès. Mais il commençait à sentir les limites du genre dramatique. Une pièce, même à succès, ne rapportait de l'argent qu'un temps limité. Une fois les représentations terminées, les revenus cessaient. Dumas voulait une source de revenus plus stable et plus importante. Il voulait aussi raconter des histoires plus vastes, plus complexes, que le format théâtral ne permettait pas. C'est alors qu'il découvrit le roman feuilleton. Le roman feuilleton était une invention récente dans le paysage littéraire français. Les grands journaux parisiens avaient commencé à publier des romans découpés en épisodes quotidiens pour fidéliser leurs lecteurs. Chaque jour, au bas de la première page, on trouvait la suite de l'histoire. Les lecteurs attendaient avec impatience le prochain numéro pour savoir ce qui arrivait à leur héros. C'était une forme narrative nouvelle qui exigeait une maîtrise particulière du suspense et du rythme. Dumas comprit immédiatement le potentiel de ce nouveau médium. Un roman feuilleton pouvait rapporter énormément d'argent s'il était populaire. Il pouvait toucher des dizaines de milliers de lecteurs, bien plus que le théâtre. Et surtout, il permettait de développer des intrigues complexes, de créer des galeries de personnages, de construire des univers entiers. Dumas décida de se lancer dans le roman. Mais écrire un roman exigeait une documentation considérable. Dumas avait cette passion pour l'histoire de France qu'il avait développée pendant ses années d'apprentissage autodidacte. Il se plongea dans les chroniques, les mémoires, les archives. Il lisait tout ce qui concernait les périodes qui l'intéressaient, accumulant des notes, des anecdotes, des détails. Il avait une mémoire phénoménale qui lui permettait de retenir des milliers de faits, de dates, de noms. En 1838, Dumas publia son premier grand roman historique, Le Capitaine Paul, qui racontait l'histoire d'un corsaire américain. Le succès fut immédiat. Les lecteurs adoraient cette combinaison d'aventures maritimes, d'intrigues amoureuses et de reconstitutions historiques précises. Dumas venait de trouver sa formule. Mélanger l'histoire réelle avec des personnages inventés. Créer des héros romanesques qui évoluaient dans des décors historiques authentiques, enchevêtrer fiction et réalité jusqu'à les rendre indissociables. Encouragé par ce succès, Dumas se mit à écrire à un rythme effréné. Il travaillait 10, 12, 15 heures par jour. Il écrivait le matin, l'après-midi, souvent une partie de la nuit. Il avait développé une méthode de travail remarquablement efficace. D'abord, il établissait le plan général de l'histoire, chapitre par chapitre. Ensuite, il rédigeait chaque chapitre d'une traite, sans s'arrêter, laissant les mots couler naturellement. Il ne se relisait presque jamais, faisant confiance à son instinct narratif. Cette méthode lui permettait d'écrire jusqu'à 100 pages par jour, un rythme absolument prodigieux. Mais Dumas ne travaillait pas seul. Il employait ce qu'on appelait des collaborateurs, des assistants qui l'aidaient dans ses recherches historiques, qui rédigeaient parfois certaines scènes secondaires selon ses indications, qui recopiaient et corrigeaient ses manuscrits. Le plus célèbre de ses collaborateurs fut Auguste Maquet, un professeur d'histoire qui devint un véritable co-auteur pour plusieurs romans majeurs. Cette collaboration fut plus tard source de controverses et de procès, mais elle permettait à Dumas de produire cette masse incroyable de textes. En 1844, Dumas commença la publication des Trois Mousquetaires dans le journal Le Siècle. Ce fut un événement littéraire sans précédent. Chaque jour, des milliers de Parisiens se précipitaient
chez leurs marchands de journaux pour lire le nouvel épisode. On racontait que les abonnements au siècle augmentèrent de façon spectaculaire dès le début de la publication. Les aventures de D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis captivaient tous les publics. Des aristocrates aux ouvriers, des femmes du monde aux grisettes. Pourquoi les Trois Mousquetaires eurent-ils un tel succès ? D'abord, parce que Dumas avait créé des personnages inoubliables. D'Artagnan, ce jeune Gascon pauvre et ambitieux qui monte à Paris pour faire fortune, ressemblait étrangement à Dumas lui-même. Les Trois Mousquetaires, avec leurs caractères si différents et complémentaires, formaient une fraternité masculine idéale. Milady, la femme fatale, belle et dangereuse, incarnait une féminité trouble et fascinante. Chacun de ces personnages était à la fois un type et un individu unique. Ensuite, parce que Dumas maîtrisait l'art du suspense comme personne. Chaque chapitre se terminait sur un coup de théâtre, une révélation, un danger qui mettait les héros en péril. Le lecteur ne pouvait pas s'arrêter. Il voulait savoir la suite immédiatement. Cette technique du cliffhanger, que Dumas avait perfectionnée, créait une addiction littéraire. Les gens lisaient Les Trois Mousquetaires comme on regarde aujourd'hui une série télévisée, incapable de décrocher. Enfin, parce que le roman mélangeait parfaitement histoire et fiction. Dumas utilisait des événements réels. Le siège de La Rochelle, les intrigues de la cour de Louis XIII, les machinations du cardinal de Richelieu, et y insérait ses héros inventés. Le lecteur apprenait l'histoire de France en s'amusant, découvrait les coulisses du pouvoir, comprenait les enjeux politiques de l'époque, tout en suivant des aventures palpitantes. Cette combinaison d'instruction et de divertissement était la marque de fabrique de Dumas. Le succès des Trois Mousquetaires fut tel que Dumas écrivit immédiatement deux suites, 20 ans après, et Le Vicomte de Bragelonne. Ces trois romans formaient une trilogie qui couvrait plus de 40 ans d'histoire française, de 1625 à 1673. On suivait les héros, vieillissant, changeant, s'adaptant aux nouvelles époques. Cette dimension temporelle donnait à l'ensemble une profondeur peu commune dans la littérature populaire. Parallèlement aux Mousquetaires, Dumas publiait d'autres romans qui connurent un succès similaire. Le Comte de Monte-Cristo, qui parut en feuilleton de 1844 à 1846, fut peut-être son chef-d'œuvre absolu. L'histoire d'Edmond Dantès, ce marin innocent injustement emprisonné, qui s'évade et revient se venger de ses ennemis sous l'identité mystérieuse du comte de Monte-Cristo, était à la fois un conte philosophique sur la justice et la vengeance et un roman d'aventure haletant. Le comte de Monte-Cristo touchait quelque chose de profond dans l'imaginaire collectif. L'idée qu'un homme totalement détruit puisse renaître, acquérir un pouvoir illimité et se venger méthodiquement de ceux qui l'avaient trahi, fascinait les lecteurs. Dantès incarnait un fantasme de toute puissance que chacun pouvait comprendre. Mais Dumas ne faisait pas de son héros un simple justicier. Il montrait aussi comment la vengeance consumait l'âme, comment le pouvoir absolu corrompait, comment la justice humaine était toujours ambiguë. Cette complexité morale élevait le roman au-delà du simple divertissement. Dans les années 40, Dumas était devenu l'écrivain le plus lu de France, et probablement d'Europe. Ses romans étaient traduits dans toutes les langues, dévorés par des millions de lecteurs de Saint-Pétersbourg à Madrid, de Londres à Naples. Cette popularité était sans précédent pour un auteur vivant. Dumas recevait des lettres du monde entier. Des gens lui racontaient comment ses livres avaient changé leur vie, comment ils avaient nommé leurs enfants D'Artagnan ou Edmond, comment ils avaient appris l'histoire grâce à lui. Cette célébrité s'accompagnait d'une fortune considérable. Dumas gagnait des sommes astronomiques. Les journaux le payaient aux lignes, et comme il écrivait énormément, ses revenus étaient colossaux. On estime qu'à l'apogée de sa carrière, au milieu des années 40, il gagnait l'équivalent de plusieurs millions de francs actuels par an. C'était une richesse presque inimaginable pour un écrivain à cette époque. Mais Dumas dépensait aussi vite qu'il gagnait. Il avait une conception de l'argent typiquement aristocratique.
ou plutôt anti-bourgeoise. Pour lui, l'argent était fait pour être dépensé immédiatement, généreusement, spectaculairement. Il ne gardait rien, n'épargnait rien, ne prévoyait rien. Il vivait dans un présent perpétuel de dépenses fastueuses. Cette attitude scandalisait les bourgeois économes de l'époque, mais elle faisait aussi partie de son mythe. Dumas était le prince de la prodigalité, le roi du gaspillage magnifique. En 1847, au sommet de sa gloire et de sa fortune, Dumas décida de construire un château. Pas une maison confortable, pas une villa élégante, mais un véritable château Renaissance, avec tours, tourelles, vitraux, salles immenses, jardin à la française. Il acheta un terrain à Port-Marly, près de Paris, et fit construire ce qui deviendrait le château de Monte Cristo. Le nom même était révélateur de sa psychologie. Dumas s'identifiait à son héros le plus célèbre, le comte mystérieux et tout-puissant. La construction du château fut une folie digne des romans de Dumas. Il employa les meilleurs architectes, les meilleurs artisans, fit venir des matériaux de toute l'Europe. Il voulait des fresques, des sculptures, des boiseries magnifiques, des cheminées monumentales. Il fit construire un petit pavillon gothique séparé, qu'il appela le Château d'If en référence à Monte Cristo, et qui lui servirait de bureau d'écriture. Les jardins furent aménagés avec fontaines, grottes artificielles, statues. Tout cela coûtait une fortune, mais Dumas ne comptait pas. Le château devint rapidement célèbre dans tout Paris. Dumas y organisait des fêtes somptueuses qui duraient plusieurs jours. Il invitait des centaines de personnes, amis, connaissances, parasites, profiteurs. Il y avait toujours à manger et à boire en abondance. Des musiciens jouaient, des acteurs improvisaient des scènes. Dumas adorait être entouré, admiré, célébré. Il racontait des histoires, faisait rire, éblouissait ses invités par sa verve intarissable. Ses fêtes étaient à la fois magnifiques et ruineuses, car évidemment, Dumas ne gérait rien. Il n'avait aucun sens de l'administration, aucune notion de comptabilité. Il signait des chèques sans regarder son compte, empruntait sans se soucier de rembourser, promettait de l'argent à tout le monde. Une foule de parasites l'entourait, profitant de sa générosité naïve. Des soi-disant amis lui empruntaient des sommes considérables qu'il ne rendait jamais. Des escrocs lui vendaient des objets sans valeur à des prix exorbitants. Dumas ne disait jamais non, ne se méfiait de personne, donnait à tous. Pendant ce temps, il continuait à écrire frénétiquement pour maintenir son train de vie. Il produisait plusieurs romans par an, des pièces de théâtre, des récits de voyage, des articles de journaux. On estime qu'il a écrit ou signé environ 300 volumes au cours de sa vie. Ce chiffre extraordinaire s'explique en partie par sa collaboration avec des assistants, mais aussi par sa capacité de travail surhumaine. Dumas écrivait vite, bien, efficacement. Les mots coulaient de sa plume comme l'eau d'une source intarissable. Mais cette productivité massive attirait aussi les critiques. Les milieux littéraires parisiens, dominés par les écrivains bourgeois et académiques, méprisaient Dumas. Ils le considéraient comme un saltimbanque, un écrivain industriel, un fabricant de littérature populaire sans valeur artistique. Ils reprochaient à ses romans d'être mal écrits, pleins d'invraisemblances, historiquement approximatifs. Ils l'accusaient de plagier les chroniques historiques, de faire écrire ses livres par d'autres, de prostituer la littérature pour de l'argent. Ces attaques blessaient profondément Dumas. Il voulait être reconnu comme un grand écrivain, pas seulement comme un amuseur public. Il aspirait à l'Académie française, cette institution prestigieuse qui couronnait les carrières littéraires. Mais l'Académie ne voulait pas de lui. Les académiciens trouvaient ses romans vulgaires, son style négligé, son succès populaire suspect. Dumas ne fut jamais élu à l'Académie française, ce qui resta une blessure ouverte jusqu'à la fin de sa vie. Il y avait aussi une dimension raciale dans ce rejet. Dumas était métis, et dans la France bourgeoise du XIXe siècle, cela comptait énormément. On le caricaturait dans les journaux avec des traits négroïdes exagérés. On l'appelait le nègre.
on faisait des plaisanteries sur ses origines africaines. Dumas encaissait ses attaques avec un mélange de dignité et d'humour. Il répondait par des bons mots, retournait les insultes, ne montrait jamais publiquement combien il souffrait. Mais ses humiliations racistes marquaient sa conscience de lui-même. En 1848, une nouvelle révolution éclata à Paris. Le régime de Louis-Philippe, qui avait progressivement dérivé vers un conservatisme étroit, fut renversé. La Deuxième République fut proclamée. Dumas, fidèle à ses convictions républicaines héritées de son père, participa encore une fois aux événements. Il fonda même un journal politique, Le Moi, où il défendait des idées démocratiques et sociales. Mais cette aventure politique et journalistique se solda par un échec commercial. Dumas était un romancier génial, pas un homme politique. La révolution de 1948 marqua aussi le début de difficultés financières sérieuses pour Dumas. La construction du château de Monte Cristo avait englouti des sommes colossales. Ses dépenses quotidiennes restaient extravagantes. Et surtout, le marché de la littérature commençait à changer. Le roman feuilleton, qui avait fait sa fortune, était maintenant concurrencé par de nombreux autres auteurs. Les journaux payaient moins bien. Les éditeurs devenaient plus exigeants. Dumas continue à écrire et à publier, mais ses revenus diminuèrent progressivement. En 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, effectua un coup d'État et se proclama empereur sous le nom de Napoléon III. Dumas, républicain convaincu, s'opposa à ce coup de force. Il écrivit des articles contre le nouveau régime, organisa des réunions de résistance. Cette opposition lui valut des ennuis avec la police impériale. Ses créanciers, encouragés par le nouveau pouvoir qui n'aimait pas Dumas, commencèrent à le poursuivre en justice pour récupérer leurs dettes. En 1851, Dumas dut abandonner son château. Il fut mis en vente pour rembourser les créanciers. Le domaine magnifique qu'il avait construit avec tant de passion fut vendu pour une bouchée de pain. Dumas assista impuissant à cette humiliation. L'homme qui avait été le plus riche écrivain de France se retrouvait criblé de dettes, poursuivi par les huissiers, menacé de prison pour dette. Ce fut l'un des moments les plus douloureux de sa vie. Pour échapper à ses créanciers et à la surveillance policière du régime impérial, Dumas décida de quitter la France. En 1858, à 56 ans, il partit pour la Russie. Ce voyage en Russie fut une nouvelle aventure extraordinaire. Dumas traversa l'Europe centrale, visita les capitales et finit par arriver à Saint-Pétersbourg. Il fut reçu en triomphe. Les Russes adoraient des romans, qui avaient été traduits et largement diffusés. L'aristocratie russe l'invitait dans ses palais, le tsar lui-même le reçut en audience. Dumas passa plusieurs mois en Russie, voyageant jusqu'au Caucase, explorant la Géorgie, découvrant des paysages et des cultures totalement nouveaux pour lui. Il prenait des notes sans arrêt, observait, questionnait, accumulait des impressions. De retour en France, il publia un récit de voyage monumental, Impressions de voyage en Russie, qui connut un grand succès. Dumas avait cette capacité rare de transformer chaque expérience en littérature, de faire d'un voyage une aventure narrative. Mais ses problèmes financiers persistaient. À son retour en France, les créanciers étaient toujours là. Les dettes s'étaient même accumulées. Dumas continuait à écrire et à publier, mais il ne gagnait plus les sommes fabuleuses d'autrefois. Le marché littéraire avait changé, les goûts évoluaient, de nouveaux écrivains émergeaient. Flaubert venait de publier Madame Bovary, qui inaugurait une nouvelle esthétique romanesque, réaliste et psychologique, très différente du romantisme flamboyant de Dumas. En 1860, à 58 ans, Dumas entreprit son voyage le plus extraordinaire. Il partit pour l'Italie, où se déroulait l'unification italienne menée par Garibaldi. Dumas admirait Garibaldi, ce révolutionnaire romantique qui voulait unifier l'Italie sous une république démocratique. Il décida de participer à cette aventure historique. Il acheta même un bateau, qu'il baptisa l'Emma, et navigua jusqu'en Sicile,
où Garibaldi venait de débarquer avec ses 1000 chemises rouges. Dumas vécut l'expédition des 1000 comme un roman d'aventure réelle. Il suivait l'armée garibaldienne, assistait aux combats, rencontrait les héros de l'unification italienne. À près de 60 ans, cet homme énorme, bedonnant, essoufflé, vivait encore comme un jeune aventurier. Il écrivait des articles pour les journaux français, racontant l'épopée garibaldienne à ses lecteurs. Il se sentait redevenir le fils du général Dumas, participant à une grande cause historique. Garibaldi, qui connaissait et admirait les romans de Dumas, le nomma directeur des musées et des fouilles archéologiques de Naples, ville qu'il venait de conquérir. Dumas s'installa donc à Naples, où il passa 4 années de sa vie. Ce furent des années étranges, mélange de travail administratif sérieux et d'existence bohème. Il organisa réellement les musées napolitains, protégea les sites archéologiques, notamment Pompéi, encouragea les fouilles. Mais il menait aussi une vie de séducteur impénitent, multipliait les liaisons, donnait des fêtes. À Naples, Dumas apprit l'italien couramment et se plongea dans l'histoire locale. Il écrivit plusieurs romans historiques sur l'Italie du Sud, notamment sur les Bourbons de Naples et sur les brigands calabrais. Ces romans sont aujourd'hui moins connus que les Trois Mousquetaires ou Monte Cristo. Mais ils témoignent de sa curiosité insatiable et de sa capacité à s'approprier n'importe quel sujet historique. Dumas était un écrivain véritablement européen, capable de raconter l'histoire de n'importe quel pays avec la même verve que celle de la France. Pendant son séjour napolitain, Dumas eut une liaison avec une jeune femme, Émilie Cordier, qui lui donna une fille. Cet enfant, Marie-Alexandrine, fut la dernière de ses nombreux enfants naturels. Car Dumas avait eu une vie amoureuse extrêmement riche et compliquée. Il avait eu au moins 3 enfants reconnus, dont Alexandre Dumas fils, qui deviendrait lui aussi un écrivain célèbre, auteur notamment de La Dame aux camélias. Les relations entre le père et le fils furent toujours complexes, mélange d'amour, d'admiration et de ressentiment. Alexandre fils reprochait à son père son irresponsabilité, sa prodigalité, son incapacité à gérer sa vie. Le fils, élevé par sa mère que Dumas n'avait jamais épousée, avait développé une personnalité presque opposée à celle de son père. Il était sérieux, rangé, moralisateur, économe. Il écrivait des pièces de théâtre à thèse, défendant une morale bourgeoise conservatrice. Les 2 hommes s'aimaient, mais ne se comprenaient pas vraiment. Alexandre père incarnait la liberté absolue. Alexandre fils, la respectabilité bourgeoise. En 1864, Dumas quitta Naples pour rentrer en France. Il avait maintenant 62 ans, un âge avancé pour l'époque. Sa santé commençait à décliner. Il souffrait de problèmes cardiaques, de troubles digestifs, de fatigue chronique. Les excès de toute une vie se faisaient sentir. Mais il refusait de ralentir, continuait à écrire, à voyager, à multiplier les projets. Cette énergie vitale qu'il avait toujours caractérisée ne l'abandonnait pas complètement. De retour à Paris, il découvrit que le monde littéraire avait encore changé. Une nouvelle génération d'écrivains dominait maintenant la scène. Flaubert, les frères Goncourt, Zola commencèrent sa carrière. Ces écrivains réalistes et naturalistes considéraient Dumas comme un vestige du passé, un romantique démodé. Les romans historiques à la Dumas n'étaient plus à la mode. Le public cultivé voulait maintenant des analyses psychologiques fouillées, des descriptions minutieuses de la société contemporaine, une littérature engagée socialement. Dumas se sentait dépassé, marginalisé. Ces nouveaux romans ne connaissaient plus le succès d'autrefois. Les éditeurs étaient moins intéressés, les journaux ne voulaient plus publier ces feuilletons aux mêmes conditions avantageuses. L'argent se faisait rare. Dumas continuait à dépenser sans compter, mais il n'avait plus les moyens de cette prodigalité. Il empruntait à droite et à gauche, promettait de nouveaux manuscrits pour obtenir des avances, s'enfonçait dans les dettes. En 1867, lors de l'exposition universelle de Paris,
Dumas tenta une dernière grande entreprise. Il ouvrit le Grand Dictionnaire de cuisine, un projet monumental sur lequel il travaillait depuis des années. Dumas était en effet un gastronome passionné, un cuisinier talentueux, un connaisseur de tous les produits et de toutes les recettes. Son dictionnaire devait être une encyclopédie complète de la cuisine française et mondiale, mêlant recettes, anecdotes historiques, souvenirs personnels, réflexions philosophiques sur l'art culinaire. Ce dictionnaire révélait une autre facette de Dumas. Il n'était pas seulement un conteur d'histoire, mais aussi un homme de plaisir, quelqu'un qui aimait profondément les joies terrestres, la bonne chère, le bon vin, la compagnie joyeuse. Sa cuisine ressemblait à sa littérature, généreuse, abondante, colorée, parfois excessive, mais toujours vitale. Le Grand Dictionnaire de cuisine ne fut publié complètement qu'après sa mort, mais il reste un document fascinant sur la gastronomie du XIXe siècle et sur la personnalité de son auteur. Les dernières années de Dumas furent tristes. Sa santé se détériorait rapidement. Il avait subi plusieurs attaques cérébrales légères qui affectèrent sa mobilité et son élocution. Il vivait chez son fils Alexandre qui le soutenait financièrement. Cette dépendance était humiliante pour un homme qui avait toujours vécu dans l'indépendance la plus totale. Il passait ses journées assis dans un fauteuil, incapable d'écrire, regardant par la fenêtre, perdu dans ses souvenirs. Parfois, des anciens amis venaient le voir. Il trouvait un vieil homme diminué, qui ne ressemblait plus au géant exubérant d'autrefois. Mais quand on lui parlait de ses romans, de ses aventures passées, son visage s'illuminait. Il retrouvait un peu de son ancienne verve pour raconter une anecdote, rectifier un détail historique, défendre la vérité de ses personnages. Car pour Dumas, D'Artagnan, Monte Cristo, tous ces héros étaient aussi réels que les personnages historiques véritables. En 1870 éclata la guerre franco-prussienne. La France, dirigée par Napoléon III, affronta la Prusse de Bismarck. Ce fut une catastrophe militaire totale. L'armée française fut écrasée, l'empereur capturé, Paris assiégé. Dumas, dans son fauteuil de malade, suivait les nouvelles avec angoisse. Il voyait s'effondrer le pays pour lequel son père s'était battu, le pays dont il avait raconté la grandeur dans des dizaines de romans. Cette défaite nationale fut pour lui une souffrance morale qui s'ajoutait à ses souffrances physiques. Il ne vit pas la fin de cette guerre désastreuse. Le 5 décembre 1870, à Puisse, près de Dieppe, chez son fils, Alexandre Dumas mourut. Il avait 68 ans. Sa mort passa presque inaperçue. La France était en pleine débâcle militaire. Paris était assiégé. Personne ne s'intéressait à la mort d'un vieux romancier démodé. Il y eut quelques articles nécrologiques conventionnels, mais aucun hommage national. L'homme qui avait été le plus lu de son époque mourut dans une relative indifférence. On l'enterra au cimetière de Villers-Cotterêts, sa ville natale, à côté de ses parents. C'était un retour symbolique aux origines, loin de Paris et de ses gloires éphémères. La tombe était simple, presque modeste pour un homme qui avait vécu si fastueusement. Pendant des décennies, Alexandre Dumas resta dans cette sépulture provinciale, oublié du grand public, méprisé par les élites littéraires qui continuaient à le considérer comme un écrivain mineur. Mais quelque chose d'étrange se produisit après sa mort. Alors que les critiques académiques continuaient à dénigrer son œuvre, le public, lui, ne l'oubliait pas. Ses romans continuaient à être lus, réédités, traduits. Chaque nouvelle génération découvrait les Trois Mousquetaires et Monte Cristo avec le même enthousiasme que la première. Les enfants et les adolescents dévorèrent ces aventures. Les adultes y revenaient avec nostalgie. Ces livres survivaient à toutes les modes littéraires. Au XXe siècle, le cinéma s'empara de l'œuvre de Dumas. Des dizaines de films furent tournés d'après ses romans. D'Artagnan et Monte Cristo devinrent des héros cinématographiques universels, incarnés par des acteurs du monde entier. Cette adaptation cinématographique donna une nouvelle vie aux histoires de Dumas. Elle prouvait
que ses récits possédaient cette qualité rare de la narrativité pure, cette capacité à raconter des histoires qui transcendent les époques et les médiums. Progressivement, la critique littéraire elle-même commença à réévaluer Dumas. On découvrit que derrière l'apparente facilité de son style se cachait une maîtrise narrative exceptionnelle. On comprit que ses reconstitutions historiques, même si elles prenaient des libertés avec les faits, captaient quelque chose d'essentiel sur les époques qu'elles décrivaient. On admit que la littérature populaire pouvait avoir une vraie valeur artistique. Dumas cessa d'être considéré comme un simple amuseur pour être reconnu comme un grand romancier. Cette réhabilitation culmina de façon spectaculaire en novembre 2002, exactement 200 ans après sa naissance. Le président Jacques Chirac décida de faire transférer les cendres d'Alexandre Dumas au Panthéon, le monument où reposent les grands hommes de la nation française. Ce transfert était hautement symbolique. Il signifiait que la République française reconnaissait enfin pleinement la grandeur de Dumas, au-delà des préjugés de classe et de race qu'il avait marginalisés de son vivant. La cérémonie du transfert au Panthéon fut émouvante. Le cercueil de Dumas, recouvert d'un drap bleu brodé de vers de Victor Hugo, fut porté par 4 hommes costumés en mousquetaires. C'était à la fois solennel et théâtral, exactement comme Dumas aurait aimé. Le président Chirac prononça un discours où il reconnaissait explicitement les discriminations raciales que Dumas avait subies et saluait en lui non seulement un grand écrivain, mais aussi un symbole de la France métissée et ouverte. Pourquoi Dumas mérite-t-il cette reconnaissance tardive ? D'abord, parce qu'il a été un pionnier de la littérature populaire moderne. Avant lui, la littérature populaire était souvent méprisable, mal écrite, sans ambition. Dumas montra qu'on pouvait écrire pour le grand public tout en étant exigeant sur la qualité narrative, sur la documentation historique, sur la richesse psychologique des personnages. Il inventa une forme de littérature qui était à la fois accessible et sophistiquée. Ensuite, parce qu'il a contribué de façon décisive à la création d'une mythologie nationale française. Ses romans historiques ont façonné l'imaginaire collectif français sur l'Ancien Régime, sur la Révolution, sur l'Empire. Des millions de Français ont appris l'histoire de leur pays en lisant Dumas. Cette vulgarisation historique, même si elle prenait des libertés avec les faits, transmettait quelque chose d'essentiel. L'idée que l'histoire n'est pas une suite de dates mortes, mais un drame vivant où s'affrontent des passions humaines. Enfin, parce que Dumas incarnait une certaine idée de la liberté. Sa vie elle-même était un roman picaresque, fils d'esclave devenu prince de la littérature, provincial conquérant Paris, autodidacte rivalisant avec les académiciens, dépensier magnifique ruiné et renaissant sans cesse, séducteur impénitent, aventurier jusqu'à 60 ans. Dumas vivait selon ses propres règles. Cette liberté absolue, parfois irresponsable, souvent coûteuse, mais toujours authentique, faisait de lui une figure fascinante et exemplaire. Dumas avait aussi compris quelque chose d'essentiel sur la nature humaine et la littérature. Il savait que les gens ne lisent pas seulement pour s'instruire ou pour réfléchir, mais aussi et surtout pour rêver, pour s'évader, pour vivre des vies qu'ils ne vivront jamais. Ses romans offraient cette évasion tout en restant ancrés dans une réalité historique reconnaissable. Le lecteur pouvait à la fois apprendre comment fonctionnait la cour de Louis XIII et s'identifier à D'Artagnan montant à Paris pour faire fortune. Cette double dimension, instructive et imaginative, explique pourquoi ces romans continuent à être lus aujourd'hui. Les Trois Mousquetaires ne sont pas seulement un document sur le XVIIe siècle français, mais une méditation intemporelle sur l'amitié masculine, l'ambition, la loyauté et la trahison. Le Comte de Monte-Cristo n'est pas qu'une intrigue de vengeance rocambolesque, mais une exploration philosophique de la justice, du pardon et de la rédemption. Derrière les aventures spectaculaires se cachent des questions universelles. Dumas avait également un talent particulier pour créer des personnages secondaires mémorables. Chacun de ses romans
fourmille de figures hautes en couleurs qui restent gravées dans la mémoire des lecteurs. Planchet, le serviteur débrouillard de D'Artagnan. Porthos et sa vanité touchante. Milady et sa beauté vénéneuse. L'abbé Faria, le prisonnier érudit qui transmet son savoir à Dantès. Chacun de ces personnages est dessiné en quelques traits, mais semble posséder une vie propre, une existence qui déborde du cadre du roman. Cette capacité à peupler ces récits de figures vivantes venait de l'observation directe. Dumas avait connu une immense variété de gens au cours de sa vie. Aristocrates et voyous, bourgeois et bohèmes, artistes et soldats, hommes politiques et escrocs. Il avait l'œil d'un dramaturge pour saisir les tics, les manies, les traits distinctifs de chaque individu. Et il avait aussi l'empathie nécessaire pour comprendre les motivations profondes des gens, même les plus méprisables. Sa technique narrative elle-même était innovante. Dumas avait compris l'importance du rythme en littérature. Il alternait constamment entre scènes d'action rapide et passages plus lents de dialogue ou de description. Il savait quand accélérer le tempo pour créer du suspense et quand le ralentir pour permettre au lecteur de respirer. Cette maîtrise du rythme, qui semble naturelle et intuitive à la lecture, était en réalité le fruit d'une technique très élaborée. Il utilisait aussi remarquablement bien les techniques du contrepoint narratif. Dans ses romans, plusieurs intrigues se déroulent en parallèle, s'entrecroisant occasionnellement, créant des échos et des résonances. Le lecteur suit simultanément plusieurs personnages dont les destins vont finir par se rejoindre de façon spectaculaire. Cette structure complexe demandait une planification minutieuse que Dumas effectuait avant de commencer à écrire. Ces fameux plans détaillés, chapitre par chapitre, lui permettaient de maîtriser cette complexité narrative. Un autre aspect souvent méconnu de Dumas est sa conscience politique et sociale. Ses romans ne sont pas de purs divertissements apolitiques. Ils portent toujours, de façon plus ou moins explicite, un message sur la justice, l'égalité, la liberté. Dumas était profondément républicain, héritier des idéaux de la Révolution française. Il croyait au mérite contre les privilèges de naissance, à l'égalité contre les hiérarchies aristocratiques, à la fraternité contre l'individualisme égoïste. Cette dimension politique apparaît clairement dans le Comte de Monte Cristo. Le roman est une critique féroce de la société de la Restauration, où les opportunistes et les traîtres prospèrent, tandis que les hommes honnêtes sont écrasés. Dantès représente la justice immanente qui finit par rétablir l'ordre moral que la société officielle a trahi. Mais Dumas montre aussi les limites de la vengeance individuelle et la nécessité du pardon. C'est un roman profondément moral sans être moralisateur. Dans Les Trois Mousquetaires également, sous l'apparence du roman d'aventure léger, se cache une critique subtile du pouvoir absolu. Richelieu, le cardinal tout-puissant, est certes un grand homme d'État, mais aussi un manipulateur impitoyable qui broie les individus pour servir sa conception de la raison d'État. Les mousquetaires, avec leur loyauté chevaleresque désuète, représentent une éthique personnelle qui résiste au calcul politique froid. Cette tension entre l'honneur individuel et la raison d'État traverse tout le roman. Dumas s'intéressait particulièrement aux périodes de transition historique, au moment où un ordre ancien s'effondre et où un nouvel ordre émerge. La trilogie des Mousquetaires couvre exactement une telle période, de la fin du règne de Louis XIII à la consolidation du pouvoir absolu sous Louis XIV. On voit les héros vieillir, leurs valeurs devenir obsolètes, le monde changer autour d'eux. Cette mélancolie de l'inadaptation donne à la trilogie une profondeur émotionnelle rare dans la littérature d'aventure. Son roman « La Reine Margot », qui se déroule pendant les guerres de religion du XVIe siècle, explore aussi une période de chaos et de violence extrême. Dumas ne cache rien de l'horreur de cette époque. Le massacre de la Saint-Barthélemy est décrit avec une précision terrible. Mais il montre aussi comment, même dans le pire chaos, l'humanité persiste. Des gens s'aiment, rient, trahissent, se sacrifient.
l'histoire n'est pas qu'une suite de massacres et de batailles, mais aussi et surtout la somme de millions de destins individuels. Cette attention aux destins individuels dans le grand mouvement de l'histoire est peut-être la caractéristique la plus précieuse de l'œuvre de Dumas. Contrairement aux historiens qui se concentrent sur les structures, les tendances longues, les mouvements collectifs, Dumas s'intéresse aux personnes concrètes, avec leurs désirs, leurs peurs, leurs espoirs. Il humanise l'histoire, la rend accessible et émouvante. C'est cette humanisation qui explique la longévité de ses romans. Dumas avait aussi un rapport particulier à la vérité historique. Il prenait des libertés considérables avec les faits. Inventait des épisodes, modifiait les chronologies, attribuait à ses personnages fictifs des rôles décisifs dans des événements réels. Cette désinvolture scandalisait les historiens professionnels. Mais Dumas défendait sa méthode. Il disait qu'il cherchait une vérité plus profonde que la simple exactitude factuelle. Il voulait capturer l'esprit d'une époque, pas seulement sa surface événementielle. Cette conception de la vérité historique est en fait assez moderne. Dumas comprenait intuitivement que l'histoire n'est pas une science exacte qui établit des faits définitifs, mais une narration qui donne sens aux événements passés. Chaque époque réécrit l'histoire selon ses propres préoccupations. Les romans de Dumas, en mélangeant fiction et histoire, révélaient cette dimension narrative fondamentale de toute historiographie. Il était, sans le savoir, un précurseur de ce que les théoriciens appelleraient plus tard le linguistic turn en histoire. Sa documentation historique était d'ailleurs extrêmement sérieuse. Dumas lisait énormément de sources primaires. Mémoires, correspondances, chroniques. Il avait une connaissance encyclopédique de l'histoire de France. Quand il inventait des scènes, c'était toujours sur une base de connaissances historiques solides. Les dialogues qu'il mettait dans la bouche de personnages historiques comme Louis XIII ou Richelieu étaient certes imaginaires, mais ils correspondaient à ce qu'on savait du caractère et des opinions de ces personnages. Il y avait une vraisemblance profonde même dans l'invention. Dumas avait également réfléchi à la théorie du roman historique. Il avait lu attentivement Walter Scott, le grand maître écossais du genre. Mais il avait développé sa propre approche. Contrairement à Scott, qui gardait ses héros fictifs à la périphérie des grands événements historiques, Dumas les plaçait au cœur de l'action. D'Artagnan devient l'homme de confiance de Mazarin, puis de Louis XIV. Cette audace donnait à ses romans une énergie et un dynamisme que les œuvres plus prudentes de Scott ne possédaient pas toujours. Il faut aussi parler de la langue de Dumas. Son style a souvent été critiqué comme négligé, incorrect, trop familier. C'est vrai qu'il ne cherchait pas la perfection formelle d'un Flaubert. Il écrivait vite, se relisait peu, privilégiait l'efficacité narrative sur l'élégance stylistique. Mais cette apparente négligence cachait en réalité une grande maîtrise. Dumas savait exactement quel mot employer pour créer tel effet. Comment construire une phrase pour accélérer ou ralentir le rythme, quand utiliser un dialogue et quand recourir à la narration. Son français était également très démocratique. Il n'utilisait pas le vocabulaire sophistiqué et les tournures complexes des écrivains académiques. Il écrivait dans une langue claire, directe, accessible à tous les lecteurs, même les moins éduqués. Cette démocratisation de la langue littéraire était en soi un geste politique important. Dumas montrait qu'on pouvait raconter des histoires complexes et profondes sans recourir au jargon des élites. Ces dialogues, en particulier, étaient d'une vivacité extraordinaire. Dumas avait l'oreille d'un dramaturge. Il savait comment les gens parlaient réellement, avec leurs hésitations, leurs répétitions, leur familiarité. Ces personnages ne déclament pas des tirades littéraires. Ils conversent de façon naturelle. Cette oralité donnait à ces romans une qualité théâtrale qui facilitait leur adaptation au cinéma. Les répliques de D'Artagnan ou de Monte Cristo passaient directement de la page à l'écran sans nécessité de réécriture majeure. Il y avait aussi chez Dumas un humour souvent négligé par les critiques sérieux. Ces romans regorgent de scènes comiques, de personnages burlesques, de situations absurdes. Porthos
avec sa vanité et sa bêtise touchante, est un personnage profondément comique. Les scènes d'auberge dans Les Trois Mousquetaires, avec leurs quiproquos et leurs bagarres, ont une verve digne de la commedia dell'arte. Cet humour n'était pas un simple divertissement, mais une vision du monde qui refusait la solennité pompeuse et embrassait la vitalité désordonnée de l'existence. Dumas comprenait que la vie mélange constamment le tragique et le comique, le sublime et le ridicule. Ses romans reflètent cette complexité. Dans Le Comte de Monte Cristo, les scènes les plus terribles alternent avec des épisodes franchement drôles. Cette alternance ne diminue pas la puissance émotionnelle du récit. Elle l'augmente au contraire en créant des contrastes saisissants. Le lecteur rit, puis pleure, puis frissonne, dans une montagne russe émotionnelle qui le tient captif du début à la fin. La sexualité dans les romans de Dumas mérite également d'être examinée. Il écrivait à une époque puritaine où les descriptions sexuelles explicites étaient impossibles dans la littérature destinée au grand public. Mais Dumas suggérait énormément. Ses romans fourmillent de tensions érotiques, d'adultères à peine voilés, de séductions audacieuses. Milady, dans Les Trois Mousquetaires, est un personnage profondément sexuel, qui utilise son corps comme une arme. Cette dimension érotique, même censurée, contribuait largement à l'attrait de ses romans auprès des lecteurs. Dumas avait d'ailleurs des idées assez modernes sur les femmes. Ses héroïnes ne sont pas de simples figurines décoratives. Milady est intelligente, courageuse, impitoyable. La reine Margot est rusée, passionnée, politiquement habile. Madame Bonacieux est loyale jusqu'à la mort. Même quand ces personnages féminins jouent des rôles traditionnels, Dumas leur donne une épaisseur psychologique qui les rend mémorables. Il respectait les femmes, les trouvait intéressantes, leur reconnaissait une agentivité que beaucoup de ses contemporains leur déniaient. Sa propre vie amoureuse avait été extrêmement riche. Dumas avait eu des dizaines, peut-être des centaines de liaisons. Il aimait les femmes, les séduisait facilement malgré son physique peu conventionnel, les quittait sans drame excessif. Il n'était pas fidèle, ne prétendait jamais l'être, mais il restait généralement en bons termes avec ses anciennes maîtresses. Cette légèreté dans les relations amoureuses, très éloignée du romantisme tragique de l'époque, reflétait une vision épicurienne de l'existence. Il eut cependant au moins une grande passion véritable. Dans les années 30, il aima intensément une actrice, Ida Ferrier, qu'il finit par épouser. Ce mariage, le seul de sa vie, ne dura que quelques années. Ida ne supportait pas l'infidélité chronique de Dumas, ses dépenses extravagantes, son mode de vie chaotique. Ils divorcèrent à l'amiable. Dumas ne se remaria jamais. Il préférait la liberté des liaisons passagères aux contraintes du mariage bourgeois. Cette préférence était cohérente avec toute sa philosophie de vie. Son rapport à l'argent révélait également une conception aristocratique, ou plutôt anti-bourgeoise de l'existence. Pour la bourgeoisie montante du XIXe siècle, l'argent devait être accumulé, épargné, investi prudemment. C'était une valeur en soi, un signe de respectabilité et de vertu. Pour Dumas, l'argent n'était qu'un moyen, pas une fin. Il servait à acheter des plaisirs immédiats, un bon repas, un beau costume, un voyage imprévu, un cadeau pour une maîtresse. Cette conception horrifiait les bourgeois, mais fascinait ceux qui rêvaient secrètement d'une telle liberté. La générosité presque pathologique de Dumas s'expliquait aussi par son histoire personnelle. Fils d'un héros oublié, élevé dans la pauvreté relative, Dumas avait connu l'humiliation du manque. Quand il devint riche, il voulut effacer complètement cette humiliation en ne refusant jamais rien à personne. Donner de l'argent était pour lui une façon de prouver qu'il avait définitivement échappé à la pauvreté. C'était aussi, inconsciemment, une façon d'acheter l'affection et l'admiration qu'il recherchait constamment. Car sous l'assurance apparente, sous la jovialité tonitruante, Dumas restait profondément blessé par les humiliations raciales et sociales qu'il avait subies. Il ne l'exprimait jamais directement, gardait toujours un masque de bonne humeur, mais ses proches savaient que ses blessures ne cicatrisaient jamais complètement.
chaque caricature raciste dans un journal, chaque remarque méprisante d'un académicien, chaque exclusion d'un cercle élitiste ravivait la douleur originelle. Dumas se vengeait en vivant plus intensément, en dépensant plus follement, en créant des héros plus glorieux. Ces personnages étaient souvent des projections de lui-même ou de son père. D'Artagnan, le provincial pauvre qui monte à Paris et conquiert sa place par son courage et son intelligence, c'était Dumas. Edmond Dantès, l'innocent trahi qui revient se venger de ses ennemis sous une identité nouvelle et toute puissante, c'était encore Dumas, fantasmant la revanche absolue. Le comte de la Fère, dit Athos, ce noble déchu qui cache sa douleur sous une dignité stoïque, reflétait peut-être la vision idéalisée que Dumas avait de son père. Cette dimension autobiographique, souvent inconsciente, donnait à ses romans une charge émotionnelle particulière. Dumas ne racontait pas seulement des aventures extérieures, il explorait aussi des territoires psychologiques profonds. La quête de reconnaissance de D'Artagnan, la soif de vengeance de Dantès, la loyauté désespérée d'Athos exprimaient des besoins et des blessures que Dumas portait en lui. C'est cette authenticité émotionnelle qui fait que ces personnages, malgré leur situation extraordinaire, restent profondément humains et identifiables. La mort du père était un thème récurrent dans son œuvre. D'Artagnan a perdu son père. Dantès est trahi par des figures paternelles et trouve un nouveau père en la personne de l'abbé Faria. Athos joue un rôle paternel auprès de D'Artagnan. Cette obsession du père absent ou perdu reflétait évidemment l'expérience personnelle de Dumas. Thomas Alexandre Dumas, mort quand son fils n'avait que 4 ans, était devenu une figure mythique, un héros inaccessible que le fils ne pourrait jamais égaler, mais dont il devait venger l'honneur. Cette mission de vengeance ou de réhabilitation traversait toute la vie de Dumas. En écrivant, en réussissant, en devenant célèbre, il accomplissait symboliquement ce que son père n'avait pas pu faire, obtenir la reconnaissance pleine et entière de la société française. Chaque livre publié, chaque succès théâtral, chaque triomphe public était une pierre posée sur le monument mental qu'il élevait à la mémoire de son père. Cette dimension filiale donnait à son ambition une profondeur qui dépassait la simple vanité ou la soif d'argent. Dumas avait également un rapport complexe à ses propres origines africaines. Il n'en avait pas honte, répondait avec humour aux insultes racistes, se définissait fièrement comme mulâtre. Mais il ne pouvait pas non plus ignorer complètement les préjugés de son époque. Il vivait dans une société où la blancheur était une norme implicite, où son apparence physique le marquait immédiatement comme différent. Cette différence visible créait une distance, une altérité qui ne disparaissait jamais complètement, même au sommet de la gloire. Il est intéressant de noter que Dumas écrivit très peu sur l'esclavage ou sur les colonies. On aurait pu s'attendre à ce qu'il aborde frontalement ces questions, étant lui-même descendant d'esclaves, mais il choisit rarement ces sujets. Peut-être parce qu'ils étaient trop douloureux, trop proches. Peut-être parce qu'il préférait affirmer son appartenance à la culture française plutôt que de se définir par ses origines africaines. Peut-être aussi parce que le public français de l'époque n'était pas prêt à lire de tels textes. Il écrivit pourtant un roman sur Haïti, Georges, qui racontait l'histoire d'un mulâtre éduqué confrontant le racisme colonial. Ce roman, moins connu que ses grandes œuvres, révèle beaucoup sur les préoccupations intimes de Dumas. Le héros, Georges, est cultivé, raffiné, supérieur en tout au colon blanc qui le méprise pour sa couleur de peau. C'était évidemment une projection de Dumas lui-même. Le roman se termine par une révolte sanglante, comme si Dumas exprimait ainsi une rage qu'il devait contenir dans sa vie réelle. La question de la collaboration avec des assistants, notamment Auguste Maquet, mérite un examen attentif. Cette collaboration fut longtemps utilisée pour dévaluer l'œuvre de Dumas. On prétendait qu'il ne faisait que signer des textes écrits par d'autres. La vérité était plus nuancée. Maquet, professeur d'histoire passionné, fournissait effectivement des plans détaillés, des recherches historiques approfondies, parfois même des premières versions de certaines scènes. Mais Dumas
réécrivait tout, donnait vie aux personnages, créait les dialogues, insufflait l'énergie narrative qui faisait la différence entre un texte compétent et un chef-d'œuvre. Cette division du travail n'était pas unique à Dumas. Beaucoup d'écrivains célèbres ont eu des collaborateurs, des secrétaires, des assistants. Alexandre Dumas, fils lui-même, employait des collaborateurs pour certains de ses travaux. La différence était que Dumas travaillait à une échelle industrielle, produisant tellement de textes que la collaboration devenait indispensable. Et surtout, il ne cachait pas vraiment cette collaboration. Tout Paris littéraire savait que Maquet travaillait avec lui. Ce n'était un secret pour personne. Le conflit juridique entre Dumas et Maquet, qui éclata dans les années 50, révéla les tensions inhérentes à cette collaboration. Maquet réclamait plus d'argent et surtout plus de reconnaissance. Il voulait que son nom apparaisse aussi sur les couvertures. Dumas refusait, arguant que la part créative essentielle était la sienne. Le tribunal donna partiellement raison à Maquet sur le plan financier, mais refusa de le reconnaître comme co-auteur à part entière. Cette décision reflétait une vérité profonde. Sans Dumas, les recherches de Maquet seraient restées des documents morts. C'était le génie narratif de Dumas qui transformait ces matériaux bruts en littérature vivante. Après la rupture avec Maquet, Dumas continua à écrire et à publier abondamment, prouvant qu'il n'était pas simplement le prête-nom d'un autre. Il employa d'autres collaborateurs, mais toujours selon le même modèle. Il fournissait documentation et plans. Il créait la narration finale. Cette méthode de travail était en fait assez moderne. Elle préfigurait les ateliers d'écriture contemporains, où plusieurs personnes travaillent ensemble sur un projet créatif avec un showrunner qui donne la cohérence finale à l'ensemble. La productivité phénoménale de Dumas s'expliquait aussi par son extraordinaire discipline de travail. Contrairement à l'image bohème qu'on pourrait avoir de lui, Dumas était un travailleur acharné et régulier. Il se levait tôt, commençait à écrire dès le matin, travaillait par sessions de plusieurs heures avec de courtes pauses. Il pouvait maintenir ce rythme jour après jour, mois après mois, année après année. Cette discipline quasi militaire rappelait celle de son père le général. L'écriture était pour Dumas une bataille quotidienne qu'il menait avec la même détermination que Thomas Alexandre menait ses campagnes. Il avait développé des techniques pour maintenir cette productivité. Il travaillait sur plusieurs projets simultanément, passant de l'un à l'autre quand il sentait sa concentration faiblir. Cette alternance gardait son esprit frais et évitait la fatigue mentale. Il dictait parfois à des secrétaires, ce qui accélérait encore le processus. Il avait aussi une méthode pour gérer les interruptions et les visiteurs importuns. Il les recevait brièvement, leur racontait une histoire amusante, puis retournait à son travail sans que personne ne se sente offensé. Son rapport au papier et à l'écriture physique était également particulier. Il aimait le papier de qualité, les belles plumes, l'encre noire profonde. L'acte physique d'écrire, le mouvement de la main formant les lettres, faisait partie intégrante de son processus créatif. Il prétendait que ses idées venaient mieux quand il écrivait à la main que quand il dictait. Il y avait quelque chose de sensuel dans son rapport à l'écriture, comme si les mots devaient passer par son corps avant d'atteindre le papier. Dumas était aussi un conteur oral exceptionnel. Dans les salons, dans les cafés, lors de ses fêtes au château de Monte Cristo, il racontait des histoires pendant des heures, captivant son auditoire par sa voix puissante, ses gestes expressifs, son sens du timing dramatique. Beaucoup de gens qui l'ont connu affirment que l'entendre raconter une histoire était encore plus fascinant que lire ses livres. Cette dimension orale explique aussi la vivacité de son style écrit. Il écrivait comme il parlait, avec une fluidité et une naturelle qui donnait l'impression d'entendre une voix plutôt que de lire des mots morts sur une page. Cette oralité se retrouve dans la structure même de ses romans. Ils sont construits comme des récits qu'on raconterait au coin du feu, avec des digressions, des retours en arrière, des interruptions pour créer du suspense. Le narrateur s'adresse parfois directement au lecteur,
créant une intimité qui transforme la lecture en conversation. Cette technique, typique du roman du XVIIIe siècle, était devenue démodée à l'époque de Dumas. Mais il la conservait parce qu'elle correspondait à sa conception de la littérature comme parole vivante plutôt que comme texte figé. Dumas avait également des opinions tranchées sur la littérature de son temps. Il admirait Victor Hugo, avec qui il avait participé à la bataille romantique contre le classicisme académique. Il respectait Balzac, même s'il trouvait ses romans trop longs et trop descriptifs. En revanche, il n'aimait pas du tout les réalistes comme Flaubert. Il trouvait Madame Bovary ennuyeux et morbide. Pour Dumas, la littérature devait divertir, émouvoir, transporter le lecteur, pas le déprimer avec des descriptions minutieuses de la médiocrité provinciale. Cette conception de la littérature le mettait en porte-à-faux avec l'évolution du goût littéraire dans la seconde moitié du siècle. Les années 50 et 60 virent le triomphe du réalisme et du naturalisme, qui privilégiait l'observation sociale minutieuse sur l'invention romanesque. Zola, avec ses grandes fresques sur la société du Second Empire, représentait cette nouvelle esthétique. Les lecteurs cultivés se tournaient vers ces romans sérieux et socialement engagés, délaissant les aventures historiques de Dumas qu'ils trouvaient puériles. Dumas ressentait ce changement comme une trahison. Il avait éduqué le public français aux joies de la lecture, démocratisé la littérature, rendu l'histoire accessible à tous. Et maintenant, les jeunes intellectuels le méprisaient comme un has-been dépassé. Cette ingratitude le blessait profondément. Il continuait à défendre sa conception de la littérature, mais avec une amertume croissante. Ses derniers écrits contiennent parfois des passages où il règle ses comptes avec les critiques qui l'ont dénigré. Pourtant, même dans le déclin de sa popularité auprès des élites, Dumas conservait l'affection du grand public. Les gens ordinaires, les ouvriers, les petits employés, les commerçants continuaient à lire ses romans avec passion. Il ne se souciait pas des débats esthétiques entre réalisme et romantisme. Il voulait simplement de belles histoires bien racontées, et Dumas leur en fournissait. Cette fidélité populaire consolait partiellement Dumas de l'abandon des élites. Il y avait aussi une dimension politique dans ce clivage. Le réalisme et le naturalisme étaient associés à une vision de gauche, critique de la société bourgeoise. Les romans de Dumas, centrés sur des aristocrates et des aventuriers, semblaient représenter des valeurs dépassées. Mais c'était une lecture superficielle. Dumas était profondément républicain et égalitariste. Ses héros, même quand ils étaient nobles, incarnèrent des valeurs méritocratiques. D'Artagnan ne devient pas mousquetaire du roi parce qu'il est noble, mais parce qu'il est courageux et habile. Cette méritocratie était fondamentalement démocratique. L'influence de Dumas sur la culture populaire mondiale fut immense et durable. Ses romans ont été traduits dans pratiquement toutes les langues. Ils ont inspiré des centaines de films, de séries télévisées, de bandes dessinées, de jeux vidéo. Les personnages qu'il a créés sont devenus des archétypes universels. Le mousquetaire courageux et loyal, le prisonnier qui s'évade et se venge, la femme fatale belle et dangereuse. Tous ces types narratifs viennent largement de Dumas ou ont été cristallisés par lui. En Russie, Dumas fut extraordinairement populaire tout au long du XIXe et du XXe siècle. Les écrivains russes, de Tolstoï à Pouchkine, admiraient son talent narratif. Le cinéma soviétique produisit plusieurs adaptations de ses romans. Même sous le régime communiste, quand la littérature française bourgeoise était souvent censurée, Dumas restait accessible parce qu'on le considérait comme un auteur progressiste et démocratique. Cette reconnaissance en Russie compensait un peu le mépris relatif dont il souffrait parfois en France. En Amérique latine également, Dumas eut une influence considérable. Les écrivains latino-américains du XXe siècle, de Garcia Marquez à Vargas Llosa, ont tous lu Dumas dans leur jeunesse. On retrouve dans leurs œuvres cet art de mêler histoire et fiction, réalité et imagination, que Dumas avait perfectionné. Le réalisme magique latino-américain doit peut-être plus à Dumas qu'aux réalistes français
que les critiques citent habituellement. Au Japon, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo ont été adaptés de nombreuses fois en manga et en anime. Ces adaptations japonaises révèlent quelque chose d'intéressant. Les histoires de Dumas transcendent les cultures parce qu'elles touchent à des thèmes universels. L'amitié, la loyauté, la vengeance, la justice sont des préoccupations humaines qui résonnent partout, quelle que soit la culture spécifique. Cette universalité des thèmes de Dumas explique aussi pourquoi ces romans fonctionnent si bien dans différents médias. Le cinéma, avec sa capacité à montrer l'action visuelle, était parfaitement adapté aux aventures dumassiennes. Les premières adaptations cinématographiques des Trois Mousquetaires datent du cinéma muet dans les années 10 et 20. Douglas Fairbanks, la grande star américaine du cinéma d'action muet, joua d'Artagnan avec un charme et une acrobatie qui correspondaient parfaitement au personnage. Ces films prouvèrent que Dumas avait anticipé le langage cinématographique bien avant l'invention du cinéma. Les adaptations se multiplièrent au fil des décennies. Chaque génération produisit ses propres versions des classiques de Dumas. Dans les années 40 et 50, ce furent des films hollywoodiens spectaculaires en Technicolor, avec des épées qui brillaient et des costumes somptueux. Dans les années 70, des versions plus sombres et psychologiques, influencées par le nouveau cinéma européen. Dans les années 90 et 2000, des adaptations postmodernes qui jouaient avec les codes du genre. Certaines de ces adaptations prirent des libertés considérables avec les textes originaux. Des réalisateurs déplacèrent l'action dans d'autres époques, changèrent les sexes des personnages, modifièrent les fins. Dumas, s'il avait pu voir ces transformations, ne s'en serait probablement pas offusqué. Lui-même avait pris d'énormes libertés avec l'histoire. Il comprenait que chaque époque doit réinventer les histoires selon ses propres besoins. Cette flexibilité, cette capacité à être constamment réinventée est la marque des grandes œuvres classiques. Le Comte de Monte Cristo en particulier a connu des adaptations dans des contextes extraordinairement variés. On a transposé l'histoire dans le Far West américain, dans le Japon féodal, dans une prison moderne, même dans l'espace. Cette malléabilité prouve que l'histoire de Dantès touche à quelque chose d'absolument fondamental dans l'expérience humaine. L'injustice, l'emprisonnement, l'évasion, la transformation, la vengeance, le pardon. Ce sont des thèmes qui transcendent toutes les époques et toutes les cultures. Les personnages féminins de Dumas ont également fasciné les générations successives. Milady de Winter, en particulier, est devenue une icône culturelle. Cette femme belle, intelligente, dangereuse, qui utilise tous ses talents pour survivre et prospérer dans un monde dominé par les hommes, préfigure les anti-héroïnes modernes. Elle n'est pas simplement une méchante unidimensionnelle, mais un personnage complexe dont on comprend les motivations même quand on condamne ses actions. Cette complexité morale rend Milady infiniment plus intéressante que les vilaines stéréotypées de tant d'autres romans populaires. La scène de l'exécution de Milady, dans Les Trois Mousquetaires, reste l'un des moments les plus puissants et troublants de toute l'œuvre de Dumas. Les Quatre Mousquetaires, nos héros, font exécuter cette femme par un bourreau dans une scène nocturne sinistre. On comprend qu'elle a commis des crimes terribles, qu'elle mérite peut-être ce châtiment. Mais Dumas décrit la scène avec une telle intensité, montre une telle dignité chez Milady face à la mort, que le lecteur éprouve un malaise profond. Cette ambiguïté morale élève le roman au-delà du simple divertissement. Dumas avait également un talent remarquable pour les scènes de foule et les tableaux historiques grandioses. Dans La Reine Margot, la description du massacre de la Saint-Barthélemy est d'une puissance terrible. On sent le chaos, la peur, la violence déchaînée. Dumas ne se contente pas de raconter les événements, il les fait vivre. Le lecteur se retrouve plongé dans les rues de Paris cette nuit d'août 1572, entend les cris, sent l'odeur du sang et de la poudre. Cette capacité à créer des scènes immersives est l'une des grandes forces de Dumas romancier. Ces descriptions de Paris à différentes époques constituent également un patrimoine précieux.
Dumas connaissait Paris intimement, avait étudié son histoire, comprenait comment la ville avait évolué au fil des siècles. Dans ses romans, Paris n'est pas simplement un décor, mais un personnage à part entière. Le Paris du XVIIe siècle dans Les Trois Mousquetaires, avec ses rues étroites et boueuses, ses auberges louches, ses hôtels aristocratiques, est parfaitement évoqué. Le Paris contemporain du comte de Monte-Cristo, avec ses nouveaux boulevards et ses salons élégants, est tout aussi vivant. Cette attention à la topographie et à l'architecture révèle encore une fois le sérieux de la documentation de Dumas. Il ne se contentait pas de connaître les événements historiques, il voulait aussi comprendre comment les gens vivaient concrètement à chaque époque. Que mangeaient-ils? Comment s'habillaient-ils? Quels meubles avaient-ils dans leur maison? Comment voyageaient-ils? Toutes ces questions pratiques intéressaient Dumas, parce qu'il savait que les détails matériels rendent l'histoire tangible et crédible. Son grand dictionnaire de cuisine, publié après sa mort, témoigne de cette passion pour les détails concrets de la vie quotidienne. Cet ouvrage monumental contient non seulement des milliers de recettes, mais aussi des anecdotes historiques sur l'origine de tels plats, des réflexions sur l'évolution des goûts culinaires, des souvenirs personnels de repas mémorables. C'est à la fois un livre de cuisine pratique et une autobiographie déguisée. Dumas y révèle son épicurisme profond, sa conviction que les plaisirs de la table sont essentiels à une vie bien vécue. Cette dimension hédoniste de la personnalité de Dumas est souvent oubliée quand on se concentre uniquement sur ses romans. Mais elle était fondamentale. Dumas croyait au plaisir, à la joie, à la célébration de la vie dans toutes ses dimensions. Ces fêtes légendaires au château de Monte-Cristo n'étaient pas simplement de la vanité ou de l'ostentation, mais l'expression d'une philosophie de vie. Il voulait partager son bonheur, créer des moments de joie collective, offrir à ses invités une parenthèse enchantée, loin de la grisaille quotidienne. Cette générosité vitale se retrouve dans ses romans, même dans les moments les plus sombres, même quand il décrit des trahisons horribles ou des souffrances terribles. Il y a toujours chez Dumas une affirmation de la vie, une foi en l'humanité, un refus du désespoir total. Ces héros peuvent être blessés, trahis, emprisonnés, mais ils ne sont jamais complètement brisés. Ils trouvent toujours la force de continuer, de se battre, de croire en un avenir meilleur. Cette dimension optimiste, presque naïve parfois, rend ces romans profondément réconfortants. C'est peut-être ce qui explique pourquoi tant de gens se tournent vers Dumas dans les moments difficiles. Pendant les guerres, les crises, les périodes de désespoir personnel, les romans de Dumas offrent un refuge, un monde où le courage et l'amitié triomphent finalement des forces obscures. Ce n'est pas un escapisme irresponsable, mais une forme de résilience. Dumas rappelle à ses lecteurs que l'humanité a survécu à d'autres périodes terribles, que l'espoir n'est jamais complètement perdu. La foi de Dumas en l'amitié masculine, si centrale dans Les Trois Mousquetaires, a également résonné à travers les générations. La devise « un pour tous, tous pour un » est devenue proverbiale. Elle exprime un idéal de solidarité et de loyauté qui semble particulièrement précieux dans les sociétés modernes individualisées. Les Quatre Mousquetaires, avec leurs personnalités si différentes, mais leur fidélité absolue les uns envers les autres, offrent un modèle de fraternité qui continue à inspirer. Il est intéressant de noter que Dumas lui-même valorisait énormément l'amitié dans sa vie personnelle. Il avait de nombreux amis, entretenait des correspondances suivies, aidait financièrement ceux qui étaient dans le besoin, restait loyal, même quand ses amis tombaient en disgrâce. Cette fidélité contrastait avec son inconstance amoureuse. On pourrait dire que pour Dumas, l'amitié était plus sacrée que l'amour romantique. C'était une vision très masculine de son époque, mais elle donnait à ses romans une dimension fraternelle profonde. La relation entre Athos et d'Artagnan, en particulier, est d'une grande richesse psychologique. Athos joue un rôle paternel et de mentor pour le jeune Gascon. Il lui transmet des valeurs d'honneur et de dignité, le guide dans les complexités de la vie parisienne, le protège contre ses propres impulsions téméraires. Mais cette relation n'est pas unidirectionnelle.
D'Artagnan, avec sa jeunesse et son énergie, ravive quelque chose chez Athos, lui rappelle qu'il est encore vivant malgré ses blessures passées. C'est une amitié qui enrichit les deux parties. Dans le cycle des mousquetaires, Dumas a également abordé la question du vieillissement et du passage du temps avec une acuité rare dans la littérature populaire. Dans 20 ans après, les héros ont vieilli, le monde a changé, leurs valeurs chevaleresques semblent dépassées. Ils essaient de naviguer dans un monde nouveau qu'ils ne comprennent plus complètement. Cette mélancolie du temps qui passe, cette conscience de la mortalité et de l'obsolescence, donne à la trilogie une profondeur qu'on ne trouve pas dans les simples romans d'aventure. Dans Le Vicomte de Bragelonne, le dernier volume de la trilogie, cette mélancolie devient presque tragique. Porthos meurt écrasé sous les décombres d'une grotte qu'il tentait de faire exploser. Athos meurt de chagrin après la mort de son fils. D'Artagnan meurt au combat, touché par une balle perdue alors qu'il venait d'être nommé maréchal de France. Ces morts ne sont pas glorieuses mais absurdes, presque dérisoires. Dumas montrait ainsi que même les plus grands héros finissent par disparaître, emportés par le temps qui ne respecte personne. Cette vision de la mortalité était peut-être liée à la propre expérience de Dumas du vieillissement. Quand il écrivait ses derniers volumes dans les années 60, il avait lui-même vieilli, sa santé déclinait, sa gloire s'estompait. Il projetait sans doute quelque chose de ses propres angoisses dans le destin de ses héros vieillissants. Cette dimension autobiographique, même inconsciente, donne au dernier volume une charge émotionnelle particulièrement puissante. Dumas avait également médité sur la question de la postérité et de la mémoire. Il savait que les écrivains survivent à travers leurs œuvres, mais il se demandait quelle version de lui-même survivrait. Serait-il remembered comme un amuseur public, un fabricant d'histoires pour les masses ? Ou reconnaîtrait-on finalement son génie narratif, sa contribution à la littérature française et mondiale ? Ces questions le hantaient dans ces dernières années. La réponse, nous la connaissons maintenant avec le recul de plus d'un siècle et demi. Dumas est devenu un classique, au sens plein du terme. Un classique n'est pas nécessairement un livre que tout le monde a lu, mais un livre que tout le monde connaît, dont les personnages font partie de l'imaginaire collectif, dont les phrases sont devenues proverbiales. Les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo appartiennent à ce petit groupe d'œuvres qui ont façonné la culture mondiale. Ce statut de classique s'accompagne paradoxalement d'une certaine invisibilité. Les classiques sont tellement intégrés à la culture qu'on oublie parfois qu'ils ont été écrits par quelqu'un. D'Artagnan et Monte Cristo semblent avoir toujours existé, comme s'ils étaient des figures mythologiques plutôt que des créations littéraires datées. Cette immortalité des personnages est la plus grande victoire d'un romancier, mais elle efface partiellement la personnalité de leur créateur. Dumas aurait probablement apprécié ce paradoxe. Lui qui avait tant voulu être reconnu, honoré, célébré, a finalement obtenu une reconnaissance qui dépasse largement ce qu'il aurait pu imaginer. Ces personnages sont devenus plus célèbres que lui-même. Ils vivent dans l'imagination de millions de personnes qui n'ont peut-être jamais entendu le nom d'Alexandre Dumas. C'est une forme d'immortalité plus grande que toutes les académies et tous les honneurs officiels. La cérémonie de transfert au Panthéon en 2000 marqua un tournant dans la reconnaissance officielle de Dumas. Pour la première fois, la République française reconnaissait pleinement qu'un homme métis, descendant d'esclaves, faisait partie intégrante du patrimoine national. Ce geste avait une portée symbolique énorme dans une France confrontée à des questions d'identité et de diversité. Dumas devenait ainsi non seulement un grand écrivain, mais aussi un symbole d'une France ouverte et inclusive. Le discours du président Chirac lors de cette cérémonie fut remarquable par sa franchise. Il reconnut explicitement que Dumas avait été victime de discrimination raciale, que son génie avait été dénigré en partie à cause de ses origines. Il présenta l'entrée de Dumas au Panthéon comme une réparation historique, un geste de justice tardive mais nécessaire. Cette reconnaissance officielle des injustices passées était en soi significative. Aujourd'hui, quand on visite le Panthéon à Paris,
on trouve la tombe d'Alexandre Dumas à côté de celle de Victor Hugo, d'Émile Zola, de Voltaire. Cette proximité symbolique avec les plus grands écrivains français est la consécration définitive. Elle montre que le jugement de l'histoire a finalement tranché en faveur de Dumas, par-dessus les préjugés de ses contemporains académiques. Mais au-delà des honneurs officiels, la vraie victoire de Dumas est dans les cœurs et les esprits des lecteurs. Des millions de personnes à travers le monde ont été formées comme lecteurs par les Trois Mousquetaires ou le Comte de Monte-Cristo. Ces romans ont été pour beaucoup la première expérience d'une lecture vraiment captivante. Le premier moment où ils ont réalisé que les livres pouvaient être aussi passionnants que la vie réelle, voire plus. Cette capacité à créer des lecteurs, à donner le goût de la lecture, est peut-être la contribution la plus importante de Dumas. Dans une époque où la lecture était encore un privilège de classe, où les livres coûtaient cher et où beaucoup de gens lisaient difficilement, Dumas a démocratisé l'accès à la littérature. Ses romans publiés en feuilleton dans les journaux étaient accessibles à tous. Ils ont appris à lire à des générations d'autodidactes. Cette dimension démocratique de son œuvre était profondément cohérente avec ses convictions politiques républicaines. Dumas croyait en l'éducation pour tous, en l'égalité des chances, en la méritocratie. Ses romans incarnaient ces valeurs. N'importe qui pouvait les lire et en tirer du plaisir et de l'instruction. Il n'était pas nécessaire d'avoir une éducation classique sophistiquée pour comprendre et apprécier D'Artagnan ou Monte Cristo. Cette accessibilité n'était pas une faiblesse, mais une force. L'héritage de Dumas se retrouve aussi dans la culture populaire contemporaine. Les blockbusters hollywoodiens, les séries télévisées à succès, les romans de gare, tous doivent quelque chose à Dumas. Il a inventé, ou du moins perfectionné, nombre des techniques narratives que nous considérons maintenant comme allant de soi. Le cliffhanger, le personnage récurrent, l'arc narratif sur plusieurs volumes, le mélange d'action et d'émotion, l'alternance entre plusieurs lignes narratives parallèles. Les créateurs de séries télévisées modernes peuvent apprendre énormément en étudiant comment Dumas construisait ses intrigues. Sa maîtrise du rythme, son sens du suspense, sa capacité à maintenir l'intérêt sur des centaines de pages ou des dizaines d'épisodes sont des compétences toujours pertinentes. Game of Thrones, avec ses multiples personnages et ses intrigues entrelacées, doit probablement plus à Dumas qu'à Tolkien. Les romans de Cap et d'épée ont créé le template que la fantasy moderne a ensuite adapté. Il y a aussi quelque chose de profondément moderne dans l'approche de Dumas à l'écriture comme métier. Il ne se voyait pas comme un artiste inspiré, attendant la muse, mais comme un professionnel qui devait produire régulièrement pour gagner sa vie. Cette conception industrielle de l'écriture scandalisait les romantiques qui croyaient au génie solitaire et inspiré, mais elle préfigurait la réalité de l'écriture professionnelle contemporaine, où les auteurs doivent produire régulièrement pour rester visibles sur un marché saturé. Dumas comprenait instinctivement que l'écriture était à la fois un art et un commerce, une vocation et un métier. Il ne voyait aucune contradiction entre gagner de l'argent avec ses livres et produire des œuvres de qualité. Cet pragmatisme, très éloigné de la pose romantique de l'artiste maudit et affamé, le rendait suspect aux yeux des puristes. Mais il était en fait très honnête sur la nature de son travail. Si on devait résumer en quelques mots ce qui fait la grandeur de Dumas, on pourrait dire la générosité. Générosité narrative d'abord. Ses romans débordent d'inventions, de rebondissements, de personnages, d'idées. Il ne compte pas, ne calcule pas, donne tout. Générosité humaine ensuite. Même ses personnages les plus noirs ont une humanité, une complexité qui empêche le lecteur de les réduire à de simples caricatures. Et générosité vitale, enfin. Toute l'œuvre de Dumas respire l'amour de la vie, la joie d'exister, la célébration des plaisirs terrestres. Cette générosité était aussi celle de l'homme lui-même. Malgré ses défauts, sa prodigalité irresponsable, sa vanité, son incapacité à gérer sa vie, Dumas était fondamentalement bon. Il aimait les gens, leur faisait confiance trop facilement, se laissait exploiter sans amertume.
Cette naïveté était à la fois sa faiblesse et sa force. Elle le rendait vulnérable aux parasites et aux escrocs, mais elle préservait aussi en lui une fraîcheur, une capacité d'émerveillement qui transparaît dans toute son œuvre. Voilà pourquoi nous continuons à raconter l'histoire d'Alexandre Dumas comme si elle était simple, comme si elle se résumait au conte de fées du provincial pauvre devenu prince des lettres. Parce que cette histoire, dans sa version simplifiée, incarne quelque chose auquel nous voulons croire, que le talent et le travail peuvent triompher de tous les obstacles, que les origines ne déterminent pas le destin, que la liberté et la générosité sont possibles même dans un monde injuste. La vérité était plus complexe, plus douloureuse aussi. Dumas a souffert du racisme, de l'exclusion sociale, de l'incompréhension critique. Il a connu la ruine financière, l'humiliation, l'oubli relatif à la fin de sa vie. Mais il a aussi vécu avec une intensité extraordinaire, à créer des œuvres qui survivent depuis plus de 150 ans, à donner de la joie à des millions de lecteurs. Cette vie, avec ses triomphes et ses échecs, reste une leçon d'humanité et de résilience. Proposez vos thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un like si cette histoire vous a plu.